Bonjour tout le monde et bienvenue à cette conférence sur la COVID-19 et la vaccination. Elle a été conjointement organisée par l'entité 3 et Ontario Medical Association, OMA. Je suis Constant Wapo, directeur général de l'entité 3. Et l'entité 3 a pour mandat de faire en sorte que les francophones du Grand Toronto puissent recevoir leurs soins de santé en français. Nous sommes à cheval sur deux régions de santé Ontario, notamment la région de Toronto et une partie de la région du centre, représentée par Mississauga-Alton, et la région du centre-ouest, notamment Brampton, Dufferin et Caledon. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je ne sais pas si Tarsis est là, mais je voudrais remercier Santé Ontario, notamment son bureau régional, qui est notre partenaire et bailleur de fonds. Il est normalement représenté à cette conférence par Tarsis, qui nous fera l'honneur de dire le mot de la fin, en espérant qu'il va se joindre bientôt. Merci à vous toutes et à vous tous, communauté francophone, partenaires et amis, d'avoir répondu à notre appel. Et permettez-moi également de remercier le conseil d'administration de l'entité 3, représenté ici par Fiona et Jocelyne Samson. Je remercie également mon équipe ici présente qui a travaillé d'arrache-pied pour que cette conférence puisse avoir lieu. Et un merci particulier à Nadine de Thomas, qui est donc la coordinatrice de ce projet. Alors, vous savez, la pandémie de COVID-19 constitue un poids supplémentaire pour le système de santé et pour les populations. La COVID a révélé d'énormes disparités qui existaient déjà. Elle les a amplifiées. Ces disparités qui affectent la santé et la vie des populations et encore plus des francophones. Il est donc important que les francophones puissent recevoir la bonne information afin de pouvoir prendre les bonnes décisions et mieux se protéger et protéger leur famille. À l'entité 3, nous voulons nous assurer que les francophones sont en sécurité et reçoivent leurs services de santé en français. C'est tout le sens donc de cette conférence d'aujourd'hui. Notre conférencière, comme vous le savez, s'appelle Dr. Samantha Hill. Samantha a un CV tellement lourd, tellement riche, que toute la durée de cette conférence ne suffirait pas pour la présenter. Alors, ce que je vais faire, je vais la présenter de manière succincte et elle nous fera donc le plaisir de se révéler davantage à nous. Dr. Hill est la présidente de l'OMA, donc Ontario Medical Association. De formation, elle est chirurgienne cardiaque, elle est bilingue et c'est là toute la chance que nous avons parce que la conférence, elle la fera aujourd'hui en français. Elle a une grande passion pour l'amélioration du système de santé, pour la diversité et l'inclusion en matière médicale et pour le bien-être des médecins. Maintenant, je vais vous donner quelques consignes et informations sur le déroulement de la conférence. Dr. Hill va faire une présentation succincte d'environ 20 minutes maximum et elle vous donnera l'occasion de poser toutes vos questions. Et puis, une fois qu'on a clos la séance de questions-réponses, on va procéder à la clôture et ce sera la fin de l'événement. Vous pouvez poser vos questions directement en levant la main. Il suffit juste de cliquer sur l'icône de la main levée. Vous pouvez également taper vos questions dans le chat. Et si nous n'avons pas eu suffisamment de temps pour répondre à toutes les questions, alors on pourra rassembler les questions et vous les acheminer. Vous pouvez, à cet effet, contacter
Nadine. Son email est nadined@entité3.ca. Donc, à partir de maintenant, je vais laisser la parole à Dr. Hill, qui va nous faire le plaisir de se présenter et de commencer la conférence. Dr. Hill? Merci beaucoup. Alors, bonjour tous et merci de m'avoir invité ici. C'est un événement qui est tellement important et tellement excellent. Alors, je suis vraiment contente d'être ici. Constant a dit que je suis bilingue. Je suis presque bilingue, je dirais. Alors, je ferai de mon mieux, mais si jamais il y a quelque chose qui je ne comprends pas ou que vous ne comprenez pas, on peut le répéter. On peut essayer davantage. Alors, je suis la présidente de l'Association médicale de l'Ontario et je suis chirurgienne cardiaque. Je suis une mère à 2 petits-enfants, un qui a 6 ans, un qui a 3 ans. Et je fais ce que je fais parce que je trouve que des fois, la population a besoin d'assistance. Des fois, ça ne suffit pas d'avoir un médecin de famille ou des fois, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de médecin de famille. Et c'est un grand honneur d'être capable de parler à tous les Ontariens qui sont francophones. Et je me remercie mes parents qui me disaient toujours que c'était important lorsque j'étais petit. Maintenant, je suis capable. Mais pour être honnête, dans une pandémie comme telle, ça serait un grand manque de n'être pas capable de vous parler. Alors, je suis heureuse d'être ici et je tiens à remercier les organisateurs ainsi que vous tous pour votre intérêt dans les vaccins et pour avoir facilité la discussion elle-même. Alors, actuellement, nous sommes plus d'1 an dans cette pandémie. C'était un long an. Mais nous avons vu tout, nos vies changer d'une manière que nous n'aurons jamais pu imaginer possible en 2019. Nous avons dû faire des grands sacrifices en route, tout le monde, les médecins, les infirmières, mais aussi chaque personne à l'Ontario. Et en tant que médecine et en tant que présidente de l'Association médicale de l'Ontario, je peux vous dire que tout le monde est fatigué, tout le monde est frustré et tout le monde est épuisé. Les médecins, leurs patients, tout. On sait que cette crise aurait pu être évitée et peut-être plus important encore, l'ampleur de cette 3e vague aurait certainement pu être atténuée. Et ça nous fâche. Mais on se retrouve ici. Et il faut bien comprendre que tout n'est pas perdu et qu'il y a toujours de l'espoir. En contraste des pandémies précédentes, parce que ce n'est pas la première pandémie, nous avons aujourd'hui des connaissances scientifiques, des connaissances médicales qui nous soutiennent, incluant les mesures de santé publique qui sont très importantes, incluant toutes les connaissances d'épidémiologie qui sont efficaces et il faut les suivre à lettre. La mise au point et l'approbation des vaccins sûrs et efficaces moins qu'un an après l'apparition de nouveaux virus est un exploit scientifique incroyable qui doit modifier nos attentes quant à ce qu'il est possible de la faire en la matière. Et cet exploit n'est pas le fruit d'hasard. C'est le résultat des années et années de travail, des études. Et moi, je tiens à rendre hommage aux chercheurs, aux participants au essai et aux partenariats publics-privés qui ont rendu cela possible. Nous ne pouvons pas laisser tout ce travail se perdre. Et c'est pour ça que je suis ici aujourd'hui, pour vous parler des vaccins. Et mon principal message pour vous aujourd'hui, c'est très simple. Les vaccins fonctionnent et les vaccins sont sûrs. Et vous pouvez obtenir le premier vaccin disponible pour vous sans vous inquiéter. C'est grâce aux vaccins qu'on va pouvoir sortir de cette pandémie. Il n'y a aucun doute que les vaccins sont la lumière au bout de notre tunnel qu'on attendait tous. Tous les vaccins approuvés au Canada sont sécuritaires et vous pouvez les recevoir en toute confiance. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui s'en doutent au sujet d'AstraZeneca, mais c'est vrai pour celui d'AstraZeneca, celui de Pfizer, celui de Moderna et celui de Janssen que j'espère on aura à un moment donné. Le meilleur vaccin que vous pourriez recevoir, c'est le premier que vous êtes disponible.
parce qu'à l'Ontario, on a déjà vacciné à peu près 30% de la population et nous attendons que tous que le souhaitent soient complètement vaccinés d'ici à fin septembre partout dans le Canada. Se faire vacciner contre le COVID-19 lorsque c'est disponible est une étape absolument essentielle pour vous protéger, mais aussi pour protéger les autres, vos proches. La pratique qui consiste à immuniser les gens au moyen des vaccins, ça remonte à plus de 100 ans. La vaccination est largement reconnue comme l'un des moyens plus efficaces de réduire les répercussions des maladies infectieuses. Certains des vaccins contre la COVID ont été conçus de différentes façons et ils fonctionnent de différentes manières. Mais ils accomplissent toutes la même chose. Ils apprennent à notre corps de reconnaître le virus et de commencer la production de réponses immunitaires qui nous aident à combattre l'infection si le virus réel pénètre un jour dans notre corps. Avant qu'un type de vaccin soit approuvé par Santé Canada, on doit prouver qu'il est sûr et qu'il est efficace pour lutter contre la maladie ciblée. Cela se fait dans le cadre d'au moins 3 phases d'essais cliniques. Et dans chaque phase, le vaccin est administré à un nombre toujours plus élevé de personnes. Les essais cliniques sont régis par une réglementation stricte et bien qu'ils aient été développés rapidement, le vaccin contre la COVID-19 a franchi toutes les étapes appropriées et aucune raccourci n'a été pris. En effet, les vaccins contre la COVID-19 étaient plus étudiés que n'importe quel autre vaccin avant déroulement. Les vaccins contre la COVID-19, comme tout vaccin ou tout médicament, peuvent causer des effets secondaires, tels que des fois des maux de tête, une fièvre, des douleurs musculaires, le bras endolori. Mais dans la plupart des cas, les effets sont mineurs et disparaissent rapidement. Alors, je vous laisse avec une dernière pensée. Et c'est que si vous restez inquiète au sujet du vaccin, rappelez-vous que vous êtes beaucoup plus susceptible de tomber malade de COVID-19 que de développer un caillou sanguin à cause du vaccin. Permettez-moi de mettre en contexte les risques. Le risque de contracter le COVID en Ontario, actuellement, est à peu près 1 sur 30. Et le risque, ça monte avec les variantes. Le risque de développer un caillot sanguin avec le vaccin d'AstraZeneca est 1 sur 2100. Ce chiffre de 1 sur 2100, c'est la même chance que de mourir à cause d'un avion qui s'écrase dans votre maison. C'est-à-dire, c'est rare. Alors, comme j'espère que vous voyez, il n'y a pas rien à craindre. Alors, au moment, je vous dis merci et je suis prête à répondre à les questions, j'espère. J'ai vu qu'il y avait un dans le chat, alors je vais aller la chercher. Effectivement, Samantha, une personne demande quelle est l'efficacité des vaccins face aux variants comme celui de l'Inde, du Brésil, l'Afrique du Sud ou de l'Angleterre. C'est une très bonne question. Alors, la première chose, c'est qu'il faut comprendre sont quoi les variantes et pourquoi on les suit. Alors, les mutations, c'est une partie normale de la vie. C'est quelque chose qu'on utilise dans les films sci-fi et dans des histoires, mais c'est quelque chose de vraiment normal. Et c'est pour cette raison qu'il y a certains d'entre nous qui ont des yeux verts ou des yeux bruns. C'est la même chose pour les virus. Et c'est ça qu'on appelle la mutation. Il y a quelque chose de génétique qui change un petit peu et ça donne de disparité, de variété dans la vie. Étant donné que des milliards de virus de la COVID-19 se reproduisent dans le monde entier, c'est certain qu'il y aurait beaucoup de mutations. Et certaines mutations les rendront plus virulents. Pas tous, mais certains. Au fil du temps, ces variants deviendront la forme plus courante de la virus parce qu'ils sont plus virulents. Actuellement, il y a 4 types de variantes qui circulent qu'on suit. Alors, les vaccins contre la COVID-19 actuellement ont l'air d'être très efficaces pour stimuler la réaction immunitaire de notre corps contre les virus non mutés. À comparaison entre le COVID-19 et l'influenza,
Les vaccins antigrippaux que nous administrons chaque année pour prévenir la grippe ont habituellement une efficacité de 50 à 60%. En contraste avec le COVID-19, on parle de 70 à 90% dépendant des études. Les données probantes actuelles les plus sensibles de s'appliquer indiquent que même si les vaccins contre le COVID-19 risquent d'être moins efficaces contre le virus muté que contre le virus non muté, ils sont probablement suffisamment efficaces, tout comme le vaccin antigrippal. Entre-temps, les travaux sont en cours pour modifier des vaccins afin de les adapter à les variants ou aux variants. Alors, pour une réponse plus simple, oui, sont efficaces pour les variantes, pas aussi efficaces qu'au virus non muté, mais beaucoup plus efficaces que rien. Merci beaucoup, Dr. Hill. Y aurait-il une autre question? Si vous avez des questions. C'était ma question. Oui, Jocelyne. C'était ma question. Puis là, j'aimerais savoir lequel, par exemple, Pfizer, AstraZeneca, Moderna, lequel est en ce moment, selon les données que vous avez, là, est le plus efficace contre les variants. Et aussi, je voudrais savoir, disons Pfizer, si tu n'as pas la 12e dose avant 4 mois, 3 mois et demi, est-ce que tu es protégé et à combien entre les deux? La première dose te donne quoi? 70% de protection? Alors, quels sont... Là, je sais que ça change tous les jours, là, selon les données qu'ils reçoivent. C'est vrai que ça change parce qu'on est en train de le vivre, les études. Alors, pendant qu'on aura des informations, on sait mieux et on donne des informations nouvelles. Alors, la première question, c'était quel virus est plus efficace contre les variantes? Et pour être honnête, je ne peux pas vous dire. Il n'y a aucune étude qui a étudié un vaccin contre l'autre vaccin dans la même population en même temps. Alors, on ne peut pas comparer les études de vaccins parce qu'ils sont tous dans des populations différentes à des temps différents. Et c'est pour ça, une des raisons que l'AstraZeneca avait l'air d'être moins efficace que Pfizer lorsque les premières études sont sorties, c'est parce que l'AstraZeneca s'était étudié pendant que les variantes étaient beaucoup plus prévalentes. Alors, c'était une différente population avec une différente réponse. L'autre question, c'était notre question de chiffres, mais je ne me rappelle pas. À quel niveau nous sommes protégés? Alors, ça change de journée à journée. Les premières informations qu'on a eues, c'était que la première dosage vous donne à peu près 70% de protection et la deuxième était 90 et encore plus de protection. Mais ce qu'on est en train de voir, c'est que ce n'est pas actuellement la deuxième dosage qui vous avait donné le bump, l'augmentation de protection, c'est le temps qui s'est dépassé depuis le premier vaccin. Alors, on sait que même avec qu'un vaccin, que votre protection, ça monte de semaine à semaine après pour un bon bout de temps. Et on est en train de voir on l'a vu avec Johnson & Johnson, et je pense qu'on est en train de voir avec tous les autres, qu'une plus grande attente entre les vaccinations actuellement au fait vous rendre encore mieux protégés. Dans des études, ça développe. Merci beaucoup. Merci. On a une autre question. Que diriez-vous à toutes les personnes qui hésitent à se faire vacciner? C'est important de comprendre pourquoi les gens hésitent. Pour une grande proportion des gens qui hésitent, il y a deux choses qui se passent. Un, c'est qu'ils ont peur. Et l'autre, qui ne sont pas convaincus du risque du COVID-19. Alors, commençons avec la deuxième partie. Les gens qui ne sont pas convaincus de la risque du COVID-19, je leur invite à regarder la page des soins publics, des hôpitaux, les médias, les nouvelles, les pages de l'Association médicale de l'Ontario. Lorsqu'on regarde les chiffres, dans les derniers 7 jours,
il y a des gens de 20 ans qui sont morts. Il y a des gens de 30 ans qui sont morts de ce vaccin. Et ce n'est pas parce qu'ils étaient déjà malades, c'est parce que le virus est vraiment étonnant. Lorsqu'on l'attrape, si on n'est pas vacciné, il fait une grande réaction dans le corps. Et ce n'est pas juste la misère à respirer, mais c'est aussi des problèmes de cœur, les problèmes avec les artères et les vénules. Et ça rend les gens beaucoup plus malades que, disons, une pneumonie ou même une grippe. Alors, il faut vraiment que tout le monde comprenne que le COVID-19 est réel et c'est dangereux. Et c'est dangereux n'importe quel âge que vous avez. Dans la première vague, c'était vraiment les plus âgés, les plus aînés, qui étaient plus à risque. Mais on voit avec les variantes que les variantes, ça ne font pas n'importe quel âge. Et on voit en Brésil actuellement qu'il y a même des très petits jeunes, des jeunes de 6 ans, de 10 ans, de 15 ans, qui meurent dans des soins intensifs à cause de COVID-19. Alors, c'est réel, c'est vrai et c'est dangereux. Alors, si on commence d'ici, la question des vaccins, il y en a des gens qui ont peur des vaccins, qui ont peur des vaccins. Et une des raisons que j'ai entendu beaucoup qu'on a peur des vaccins, c'est parce que c'est développé tellement vite qu'on a l'impression qu'il y avait des étapes qui étaient manquées ou que ce n'est pas assez étudié. Et c'est pour ça que j'ai dit dans mes remarques en commençant que actuellement, les études, les vaccins contre le COVID-19 étaient mieux étudiés que n'importe quel autre vaccin avant d'être déroulé. Des centaines de milliards de patients ont été étudiés là-dessus avant qu'on les a utilisés. Et à Canada, on pourrait même dire qu'on est chanceux actuellement, qu'on est en retard de beaucoup d'autres places parce que maintenant, il y a des millions, probablement même des billions, mais absolument des millions de gens partout dans la Terre qui ont reçu des vaccins. Et on voit que c'est sécure. C'est pas comme si lorsqu'on commence à donner les vaccins, on arrête de les étudier. Lorsqu'on commence à les donner, on suit les gens qui l'ont reçu, on suit pour les effets secondaires, on suit pour les choses inconnues, on suit pour les efficacités. Et on voit dans les régions comme Israël, qui a vacciné presque toute la population déjà, que la vie retourne normale, les gens sont en bonne santé, ils ont moins de peur, ça commence à revenir. Alors, on sait que c'était vite, je sais que c'est vite, mais c'est grâce à des efforts incroyables parmi la communauté scientifique et la communauté médicale collaboratifs entre des pays différents et des places différentes qu'on n'a jamais prévues. Et pour quelqu'un qui aime la science et qui aime la médecine, c'est vraiment excitant de l'avoir vu parce que si on pourrait mettre cette énergie et cette capacité à tous les problèmes qui sont en face de nous, ça a l'air qu'on peut tous les fixer. C'était vraiment incroyable ce qu'on était capable de faire. Mais des fois aussi, il y a des autres raisons d'avoir peur. Et au fin du jour, c'est votre choix, c'est votre corps. Et on commence toujours les conversations pour savoir pourquoi quelqu'un ne voudra pas avoir le vaccin. Et si je comprends pourquoi pas, j'aurai des différentes réponses. Mais il faut vraiment, si vous essayez de la discuter avec des amis ou des membres de votre famille, de commencer d'une place de respect parce que sont pas, c'est pas des déficients intellectuels, c'est pas qu'ils n'ont pas les bonnes idées ou qu'ils ne veulent pas faire quelque chose de bon. C'est ou quelque chose qu'il faut qu'il soit expliqué ou qu'il faut qu'il soit mieux compris pour que lorsque c'est votre chance d'avoir le vaccin, vous êtes confortable à l'avoir. Merci, Dr. Hill. On a encore quelques questions qui ont été posées dans le chat, notamment une qui concerne la stratégie de déroulement du vaccin dans certaines régions de l'Ontario. Si vous aviez quelques informations à partager. Et en complément, une question par rapport aux hotspots ou aux quartiers chauds. Et quelle est l'importance d'aller vacciner dans ces quartiers? OK. Alors, commençons avec
la deuxième question parce que je l'ai mieux compris. Alors, dans les régions des hotspots, c'est bien important d'être vacciné. Je vous ai déjà parlé du fait que actuellement, vos risques d'attraper COVID, c'est 1 sur 30. C'est beaucoup plus dans les régions hotspots parce qu'il y a beaucoup plus de gens qui ont le virus. Le virus, ça ne transmet pas tout seul, ça transmet entre des personnes. Alors, si vous êtes dans une chambre avec 100 personnes, vos risques d'avoir quelqu'un dans la chambre qui aura le COVID-19 est beaucoup plus que si vous êtes tout seul ou dans une chambre avec deux personnes. Alors, lorsque vous êtes dans les régions des hotspots, la chambre avec 100 personnes aura beaucoup plus de gens avec COVID-19 que si vous êtes à une région qui n'a pas une grande prévalence. La deuxième question, c'était au sujet de la stratégie de dissémination. Et je demanderais Fiona à la demander d'une façon différente parce que c'est comme, on pourra parler pour des heures de stratégie de dissémination. Alors, c'est quoi vraiment la question là-dedans? Est-ce que on essaie de comprendre c'est comment que c'est distribué ou pourquoi c'est différent de région à région? C'est tout à fait ça. Il y a si beaucoup de différentes stratégies parmi les villes à l'Ontario. Alors, je suis curieuse, à ton avis, pourquoi on a décidé d'avoir certains codes postaux qui auront plus d'occasion d'avoir le vaccin? Et est-ce que je pense que ça a commencé quelques semaines. Est-ce que ça a réussi ou est-ce qu'il y a beaucoup plus de travail à faire de ce que tu as vu? OK. Alors, commençons encore de deuxième partie. Il y a beaucoup de travail encore à faire. On n'est pas là encore. On est au moment en train de voir. Aujourd'hui, il y a plus de 820 patients dans les soins intensifs, ce qui monte toujours de journée à journée. Et on n'a pas encore vu que ça commence à même augmenter moins rapidement. Alors, ça augmente et ça augmente rapidement. Et on est en train, ici à Toronto, à envoyer des centaines de personnes par journée à des autres hôpitaux. Alors, il y a toujours beaucoup à faire. La question de pourquoi c'est différent de région à région, c'est complexe, mais il y a deux grandes parties. La première partie, c'est que à Canada et à Ontario, les vaccinations sont faites par les unités de santé publique. Et les unités de santé publique, ils ont je dirais un contrôle, mais une responsabilité pour une région. Et d'un côté, ça rend les messages un petit peu compliqués parce qu'il y a tellement de différences et on habite dans un monde avec beaucoup d'informations qui se passent d'un côté de l'Ontario à l'autre. Mais de l'autre côté, c'était vraiment intelligent de la faire parce que les unités de santé publique reconnaissent leur région mieux que n'importe d'autre. Alors, la région de Peel est différente que la région de Welland. La région de Toronto est différente que St. Catharines ou n'importe quoi. Alors, sont vraiment différents, ayant des différents concerns, des populations différentes, des risques différents et des capacités différentes. Alors, ça, c'est une grande partie de pourquoi les stratégies sont un peu différentes. Mais il y a aussi une deuxième chose qui s'arrive et pour cela, je ne me trouve pas capable de l'expliquer très, très bien et c'est comment le gouvernement décide quels codes postaux sont dans les hotspots, quels ne sont pas. Je vous suggérer que cela, c'est une meilleure question pour le gouvernement et les partis gouvernementaux. Merci, Dr. Hill. Je vois que j'étais curieuse parce qu'il y a beaucoup de codes postaux qui sont dans les régions de Toronto, de Peel, quand je le compare avec les autres régions. Alors, ça a répondu à mes questions. Merci beaucoup. On a une autre question par rapport aux tranches d'âge et aux effets secondaires. Est-ce que les études montrent qu'il y aurait plus d'effets secondaires selon certaines tranches d'âge? Non, pas encore. On ne voit pas ça. On voit vraiment les effets secondaires sont vraiment rares et la plupart sont des choses vraiment
bien toléré comme un petit peu de douleur. Moi, j'ai reçu mes vaccins et honnêtement, à part de douleur aiguë lorsqu'on me fait rentrer l'aiguille, j'avais rien comme réaction, mais je sais aussi qu'il y a d'autres médecins qui l'ont reçu et qui avaient des grandes réactions. Alors, ça n'a pas l'air d'être relié à l'âge, ça n'a pas l'air d'être relié femme contre homme. Moi, je pense que des fois, les personnes qui ont les plus grandes réactions sont peut-être les personnes qui ont déjà été exposés au COVID-19, mais en quantité trop petite pour devenir malades eux-mêmes. Alors, leur corps a déjà commencé à apprendre quoi faire. Alors, lorsqu'ils voient les anticorps, les protéines, il y a déjà un petit peu de réponse. C'est pour ça qu'ils se ressentent plus malades. Mais c'est une théorie, c'est juste quelque chose que je pense. Merci. Quelqu'un aurait souhaité connaître la différence entre les différents vaccins? C'est une excellente question et c'est possible que je vous donnerai trop d'informations, mais j'essaie. Alors, actuellement, il y a 2 types de vaccins. Il y a l'AstraZeneca et Janssen qui sont un type et il y a Moderna et Pfizer qui sont l'autre type. Alors, commençons avec Moderna et Pfizer parce qu'ils sont le type de vaccin qui est vraiment nouvel. Alors, je vous ai parlé que c'est quelque chose de nouveau et essayons de la faire aussi simple que possible. Ils utilisent une technologie de ARNM ou mRNA. Et les autres vaccins, l'AstraZeneca et le Janssen, ils utilisent la technologie de vecteurs viraux. Les technologies de vecteurs viraux sont utilisées pour beaucoup d'autres vaccins qu'on utilise déjà. Les 2 technologies sont des technologies brillantes et ce qu'ils font, c'est qu'ils encouragent le système immunitaire de notre corps à produire des anticorps qui combattent le COVID. Et c'est important de comprendre que les anticorps sont comme des morceaux d'une casse-tête. Chaque anticorps, il va avec une protéine, pas plus que ça. Alors, il faut avoir la bonne anticorps pour n'importe quelle protéine qui est démontrée par une bactérie ou un virus, c'est n'importe quoi. Les vaccins qui injectent l'ARNM, ils portent des instructions pour notre corps à travers cet ARNM. Et cela permet à nos cellules propres de créer une nouvelle protéine. Pendant qu'on crée la protéine, on détruit l'ARNM. Alors, l'ARNM ne reste plus. Et la cellule trouve la protéine et la place à l'extérieur de la cellule, parce que c'est ça qui font les cellules. Même. Une partie de votre système immunitaire passe la cellule et voit la protéine et la reconnaît comme inconnue. Et une fois qu'il les reconnaît comme inconnue, le système immunitaire produit une réponse immunitaire en anticorps. C'est-à-dire, il trouve le morceau du casse-tête qui va avec cette protéine. Et une fois que ça c'est fait, il commence à apprendre comment la faire plus vite. Mais tout cela, ça prend du temps. Ça prend des cellules qui identifient la protéine et que ces cellules doivent être multipliées pour pouvoir circuler dans le corps et garder un œil n'importe où. Comme vous pourriez imaginer, une cellule qui est dans le main gauche n'est pas dans le main droit. Alors, il faut assez de cellules partout qui circulent et qui regardent les anticorps, qui regardent pour les protéines qui sont pas nos autres. Alors, lorsque vous recevez le vaccin, le processus commence et ça nous donne le fait que si vous êtes infecté, votre corps sait déjà comment réagir. Mais si jamais vous n'avez pas le vaccin, lorsque vous êtes infecté, vos corps essaient d'apprendre comment réagir, ce qui prend des semaines. On la voit avec le vaccin, qu'on n'est pas protégé pour un bon couple de semaines. Et pendant les semaines, le virus multiplie et il fait dommage au corps. Et c'est pour ça qu'on devient tellement malade. Alors, le vaccin qui utilise le vecteur viral, c'est le même processus, mais au lieu de l'ARNM, il utilise une partie du virus qui est désactivée. Le virus est garanti pour être complètement inoffensif. Il est incapable de se reproduire, mais il fait la même chose.
il fait qu'il y a une protéine sur vos cellules qui n'est pas le vôtre, que le système immunitaire va voir, va trouver comme inconnu et va commencer à produire des anticorps. Merci beaucoup. Je pense que c'était très imagé. Ça va nous aider à comprendre. Et peut-être dans une question qui va un petit peu plus loin, qui demande, même si on a le vaccin, effectivement, on pourrait continuer à transmettre la COVID. Et donc, voilà, c'était la question. C'est une excellente question et ça démontre que les gens ils pensent là-dessus. Alors, c'est vrai, avec la vaccination, vous pourriez toujours transmettre le virus, mais ce qu'on sait, que c'est beaucoup moins à risque. Alors, j'avais des informations un petit peu là-dessus, mais disons que ça réduit le risque de transmission de 60%, 70%. Alors, s'il y a beaucoup de gens qui sont vaccinés, la transmission de l'un à l'autre est réduite. Et si la personne auquel on la transmet est aussi vaccinée, leur réaction, leur capacité de devenir malade est encore plus réduite. Alors, c'est ça, comment les deux morceaux, ça marche ensemble. Il faut vraiment qu'il y ait un grand nombre qui soient vaccinés pour réduire la transmission d'un gars à l'autre ou d'une personne à l'autre. Mais il faut aussi que tout le monde qui peut être vacciné, parce qu'il n'y a pas tout le monde qui peut l'être, hein, défortunément, mais tout le monde qui peut être vacciné, soit vacciné, parce que même si beaucoup de gens autour de vous sont vaccinés, il n'y a rien à 100%. Alors, on nous donne tous les meilleures chances d'être protégés et d'être capable de battre contre le virus si on est exposé, si on est infecté. J'ai une question. Oui, allez-y. Donc, ça veut dire que même si on a pris le vaccin, quand on fera le test pour voir si je pourrais être négatif encore, parce que moi, j'ai été vaccinée. Si vous dites que en étant vaccinée, je peux encore contaminer une autre personne, et donc, ça veut dire si je fais le test, je serai négatif. Bien, ça dépend de quel test que vous faisiez, dont vous parlez. Je pense que vous parlez du test lorsqu'on cherche le virus dans le nez ou dans la gorge. Oui, c'est ça. Non, alors vous ne serez pas négatif. Si vous avez le virus, vous testerez positif. C'est presque impossible d'avoir le virus et d'être capable de le transmettre et de tester négatif. OK, d'accord. Merci. De rien. On parle souvent d'immunité de la population. Quel est le pourcentage de personnes vaccinées qu'il faudrait atteindre pour avoir cette immunité? Alors, c'est une bonne question. On n'est pas tout à fait certain, mais le chiffre qu'on pense être le chiffre pour lequel on essaie d'arriver, c'est 70%, peut-être 80%, mais 70%, on pense sera assez. OK, très bien. Il y a une personne qui demandait si la fabrication d'un ou des vaccins serait envisageable au Canada et quand? Oui, absolument. Et quand, aucune idée. Ce n'est pas une question médicale que je pourrais répondre. Ça dépend des questions systémiques et bureaucratiques et politiques et corporatives. Mais oui, absolument, on pourra le faire ici. On est en arrière des autres places parce que normalement, on ne fait pas nos propres vaccins, mais je pense qu'on pendant l'année qui est passée, Canada a pris beaucoup de choses que normalement on achète d'ailleurs, que peut-être ça serait important de avoir la capacité de la produire ici chez nous. Et il y a une autre question qui demande si, comme pour la grippe, il faudra faire des rappels. C'est possible et on verra au moment, on ne sait pas encore parce que c'est
une couple de mois vraiment que la population commence à être vaccinée. Alors, on ne sait pas si la protection immunitaire s'abaisse après un an ou non. On verra avec le temps. C'est aussi possible qu'on faudra des rappels si jamais les variantes ne sont pas couvertes par les vaccins qu'on a actuellement. Alors, on faudra être vacciné contre les nouvelles variantes. Et actuellement, les vaccinations contre les grippes, on se fait revacciner parce que chaque année, c'est des nouvelles variantes auxquelles on est vacciné ou contre lesquelles on soit vacciné. Alors, ce n'est pas que votre corps a oublié comment se réagir contre celui que vous étiez vacciné hier ou l'année dernière, c'est que chaque année, il y a des nouvelles variantes, des nouvelles mutations et sont tous assez différents que les vaccinations d'auparavant ne protègent pas actuellement. Très bien. On a aussi entendu que Pfizer allait produire une 3e dose de vaccin pour justement essayer de rendre le vaccin plus efficace contre les variants. Est-ce que c'est réellement quelque chose qui sera mis en place? Et qu'en est-il pour les autres vaccins? Est-ce que vous avez entendu quelque chose? Je crois que tous les compagnies qui travaillent là-dessus travaillent sur les variantes aussi parce qu'on a peur vraiment, celui du Brésil, on a vraiment peur parce qu'il y a 2 mutations que ça sera capable de Échapper? D'échapper contre le virus, contre les vaccinations, merci. Mais actuellement, on n'a pas assez de données pour savoir si c'est nécessaire, si les nouvelles vaccinations fonctionneront. Il faut qu'ils soient étudiés au même niveau que les premières vaccinations ont été étudiées. Alors, c'est possible que oui. Je croirais que toutes les vaccinations, si c'est nécessaire que toutes les vaccinations travailleront là-dessus. Normalement, on entend les données de Pfizer première en avant l'autre compagnie parce qu'ils ont commencé plus tôt. Alors, ils sont toujours une couple de semaines plus tôt que les autres compagnies de partager les résultats. Ils sont un petit peu en avance. C'est pas à dire que les vaccinations Pfizer sont mieux, c'est juste une question de quand ils ont commencé et quand il y aura les résultats pour partager. Quelqu'un demandait aussi, en raison, donc on entend souvent qu'en raison de COVID-19, les chirurgies électives et non urgentes ont dû être réduites. Et la personne demande quelles sont les raisons et quelles sont en fait les implications de ces directives. Encore une très bonne question. Alors, les implications, les résultats de cette directive, c'est que les gens attendent plus longtemps pour leur chirurgie. Ça a l'air assez clair, mais actuellement, il y a 250 000 gens qui attendent leur chirurgie. Et chaque personne, c'est une vie, une famille qui soit affectée. Alors, c'est vraiment grand. C'est un grand backlog, c'est une grande perte de soins qu'on a actuellement. Et chaque journée, ça monte. On a vu entre la première fois qu'il fallait interrompre les chirurgies électives et non urgentes jusqu'au deuxième fois qu'on n'était pas capable de rattraper. On a arrêté de tomber en arrière, mais on ne se rattrapait pas. Et c'est parce qu'avec la pandémie, il fallait beaucoup de choses qui a réduit l'efficacité de la système sanitaire. Alors, disons ça, les implications de la directive, comme il était écrit, c'est qu'on va tomber encore plus en arrière et ça va prendre un grand bout de temps après pour être capable de rattraper. C'est une grande inquiétude pour moi, pour les médecins et pour tous les chirurgiens, parce qu'on a l'œil sur les patients qui souffrent, on a l'œil sur les patients qui ont du cancer, qui ont des maladies coronariennes, qui ont des problèmes pour lesquels la chirurgie, ça sauve des vies. On fait la chirurgie parce que ça sauve des vies. Et si on n'est pas capable de faire la chirurgie, on attend qu'il y aura des vies qui auraient pu être sauvées, qu'on ne peut pas sauver, que les gens qui vont mourir à cause des chirurgies qui n'étaient pas faites. Et c'est quelque chose que tout le monde
a peur, mais actuellement, il fallait réduire les chirurgies parce que, comme je viens de dire, il y avait 830 patients dans les soins intensifs et il y a un manque de ressources. Et la ressource le plus important qui nous manque, c'est les infirmières. Les infirmières qui sont capables de travailler dans les soins intensifs sont d'entraînement différents que les infirmières qui travaillent sur les étages médicaux. Et oui, on peut tous apprendre, mais les gens qui sont prêts maintenant, ce n'est pas tout le monde, ce n'est pas toutes les infirmières. Et entre les soins intensifs et les soins chirurgicaux, il y a beaucoup de similarités. Alors, les infirmières qui travaillent dans la salle opératoire sont beaucoup plus capables de prendre l'étape à aller travailler dans les soins intensifs. Mais à un moment donné, il nous manque des infirmières et j'espère pas y arriver, mais il peut aussi manquer juste des ventilateurs, les choses comme ça. Alors, jusqu'à qu'on voit que les nombres, les chiffres des cas, ça commence à baisser ou même d'augmenter moins rapidement, il faut attendre. Mais la dernière directive qui vient d'être passée, c'est un peu étrange et on essaie de le comprendre mieux parce que c'est pas juste... Ça a annulé la capacité de faire beaucoup de choses et nous autres, on craint que certaines des choses qu'on peut plus faire légalement, ça ne prenait pas des risques pour le système de santé. Alors, on était en train de la discuter avec le gouvernement. La rationale, c'était de préserver les ressources, d'être capable de traiter les gens qui sont actuellement aiguement malades, mais espérons trouver quelque chose qui est un peu plus sophistiqué bientôt. Merci. Une personne pose la question des tests rapides, s'il faudrait les mettre en place et peut-être les proposer, notamment dans certains quartiers ou les hotspots dont on a parlé un peu plus tôt. Si je dirais tout simplement oui, est-ce que ça suffit? C'est quelque chose que l'Association médicale d'Ontario a demandé, ça fait un bon bout de temps. Il devrait être utilisé dans n'importe quel quartier qu'on voit beaucoup de communication parce que si jamais on trouve que quelqu'un est positif, on peut les envoyer pour avoir le test qui est plus spécifique, mais ça nous donne un bout de temps avant que la transmission commence entre tout le monde. Alors, je dirais qu'on devrait faire les tests rapides à l'école, on devrait faire les tests rapides dans les warehouses, dans les régions qui a beaucoup de gens qui travaillent ensemble, comme Amazon ou n'importe quoi. Probablement, on devrait les faire partout quand on dit que les gens sont des travailleurs essentiels pour les protéger l'un de l'autre. Alors, disons, même les magasins, même là où on va au dépanneur, si on est tous plus testés, si on attrape les cas plus vite, il y a moins de transmission et ça ne pourrait que être quelque chose de bon. C'est vrai, tout à fait. Une personne pose la question des vaccins pour les moins de 16 ans. Qu'en est-il aujourd'hui? Est-ce qu'il faut développer des vaccins spécifiques pour ce groupe d'âge? Non, alors, la façon qu'on fait les études, on commence toujours avec la population qui est le plus probable d'avoir des grands risques. Et on fait les études là et on commence à dérouler des populations plus grandes et plus grandes. Alors, avec n'importe quelle vaccination, n'importe quel médicament, on commence toujours avec les adultes et après, on étudie sur les enfants. Je sais que Pfizer est en train d'étudier sur le 20 à 18, les gens de 20 à 18, 12 à 18, excuse-moi. Et je crois aussi que tous les autres sont en train aussi. On commence à avoir des données qui disent que c'est sécure et c'est efficace. Je m'en doute qu'on aura besoin de développer un vaccin différent, mais des fois, il faut qu'on change le dosage ou qu'on change les fréquences parce que les systèmes immunitaires, et spécialement lorsqu'ils sont encore plus jeunes, sont un peu différents.
Merci. On a encore quelques questions qui viennent de rentrer. Attendez, alors, j'ai perdu le fil. Ah voilà, avez-vous peut-être encore un message à transmettre aux personnes qui hésiteraient encore aujourd'hui? Ben, le message tout à fait simple, c'est que j'espère que vous faisiez confiance, que vous avez entendu tout ce qu'on vient de dire, mais si jamais vous hésitez toujours, je vous encourage d'appeler votre médecin de famille, d'avoir une autre conversation avec eux. Vraiment, votre médecin de famille, c'est quelqu'un qui vous connaît bien et j'espère en qui vous avez confiance. Alors, des fois, c'est une conversation personnelle, d'être capable de partager nos craintes, partager ce qui nous fait peur et d'avoir des réponses dans lesquelles on fait confiance. Si jamais vous avez toujours peur de vaccins, j'espère que vous continuerez à lire et continuer à apprendre et que vous utilisez des sites d'information qui sont plus respectables, je dirais, mais qui sont plus scientifiques, plus factuels, c'est peut-être un meilleur mot. Comme votre propre santé publique, l'unité de santé publique, il y en a tous des informations là-dessus. Le gouvernement de l'Ontario, il y a des informations. L'Association médicale d'Ontario a une page, un site web directé au public, pas pour les médecins, mais pour être capable d'avoir les informations pour les informer et de les soutenir dans ces conversations parce qu'on habite toujours dans un monde qui est vraiment difficile. Il y a beaucoup de choses qui se disent sur Twitter et sur Facebook et ne sont pas tout vraies. Alors, il faut avoir des bons sites pour des bonnes informations. Merci beaucoup. J'ai encore 2 questions rapides dans le chat. J'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui avait levé la main, mais on arrive bientôt au terme du temps qui nous est alloué. Une personne posait quand même la question de la protection de la vie privée avec les tests rapides. J'ai vu la question et je ne l'ai pas bien compris. Alors, j'invite, je pense que c'était MJ qui l'a demandé de m'expliquer ce qu'elle ou qu'il craignait. La test rapide, ça se fait normalement avec, c'est un mot que je ne sais pas que je connais en français, de salive. Est-ce que c'est ça? Ça se dit comme ça? De salive et on la met dans une tasse et on met le salive sur un morceau de papier. Ça nous dit si jamais il y a quelque chose qui est positif. Si on voit que c'est positif, ça ne veut pas dire complètement que c'est positif. Il faut aller pour l'étude propre avec le swab dans le nez ou dans la gorge pour voir s'il y a vraiment le virus là-dessus. Mais je m'en trouve pas qu'il y a un risque pour la vie privée parce que ça serait plus une question de si les tests sont mis dans les systèmes informatiques ou quelque chose comme ça et sont des questions quand même assez séparées. Alors, si je n'étais pas capable de répondre aux questions, je vous invite de la redemander ou peut-être de la poser un peu différemment pour que je comprends mieux. L'autre question était encore de savoir si le vaccin, les nouveaux types de vaccins à ARN messager pouvaient modifier le code génétique. Je vous remercie pour la question. Absolument non. OK? J'expliquerai pourquoi, mais on commence absolument non. Il n'y a aucune possibilité de modifier votre code génétique. Alors, la façon dont que votre corps utilise et reproduit le code génétique, ça va comme ça. On a des cellules, il y a le code génétique qui est le DNA, AND. Je m'excuse, je ne sais pas l'abréviation en français, mais en anglais, c'est DNA. Le DNA, il est différent que le ARN. C'est 2 tiers qui s'enroulent, il y a un contre l'autre, ils font des équipes. L'ARN, il est toute seule. Alors, c'est une molécule différente. Pour reproduire le DNA, il y a des parties de la cellule, les organelles, qui ce sont leurs fonctions. Ils font juste reproduire le DNA et ils le font juste lorsque la cellule divise. Dr. Hill, DNA, c'est ADN. ADN, merci, ADN. Le ARN, c'est une partie,
Alors, ce qui se passe, c'est dans le ADN, il y a la code pour n'importe quoi dans votre corps. Vos cheveux, vos yeux, les enzymes, les protéines qu'on utilise. Et pour aller de ADN, ou disons les cheveux qu'on peut voir, ça va ADN et ça va dans un organelle qui regarde l'ADN et produit l'ARN. L'ARN va dans une autre organelle, elle est lue et détruit. Et pendant qu'on l'a lu et pendant qu'on le lit et qu'il est détruit, il produit la protéine. On ne peut pas reproduire le ARN sans l'ADN. Elle ne peut pas se reproduire toute seule. Et on ne peut pas produire les protéines sans le ARN. Alors, il n'y a aucune façon dans votre corps actuellement d'aller de ARN à ADN. Il n'y a aucune façon de fonctionner en reverse et de l'incorporer dans votre code génétique. Merci beaucoup. La dernière question, Sylvie, je vois que tu as levé la main. Et après, je vais laisser la parole à Tarsis pour conclure. Merci Nadine. Alors, c'est une question très courte. Pensez-vous que le changement, l'amélioration des chiffres aux États-Unis peut être expliqué par le fait que les vaccins aux États-Unis fonctionnent? Absolument, c'est une grande partie de la solution, comme on dit. Je préfère comparer au Israël, pour être honnête, parce que si on regarde les données aux États-Unis, il y en a des régions qui sont bien vaccinées et des régions qui ne sont pas très bien vaccinées. Et on commence à voir la troisième vague dans les régions qui ne sont pas aussi bien vaccinées que dans les régions vaccinées. C'est un problème qui revient beaucoup aux États-Unis parce que leur système de santé, ce n'est pas comme le nôtre. En Israël, c'est beaucoup plus comme le nôtre. Il y a un système social de santé et on voit qu'avec la vaccination, la vie retourne à normale. Et c'est parce que les vaccinations protègent contre les virus et protègent assez bien même contre les variants. Merci beaucoup, Dr. Hill. Je vais donner la parole à Tarsis pour la conclusion. Nadine, avant que Tarsis ne parle, j'ai une question pour les participants. Alors, dites-moi, croyez-vous que Dr. Hill soit à peu près bilingue ou parfaitement bilingue? Merci. Pour moi, elle est parfaitement bilingue. Parfaitement bilingue. Oui. Veux-tu qu'on voit tes mains levées? C'est très gentil, merci. Tarsis, tu as la parole. Merci beaucoup, Constant. Bon après-midi, chers amis. Au nom de Santé Ontario, la région de Toronto, que je représente comme coordonnateur des services en français, je voudrais tout d'abord remercier l'entité numéro 3 que dirige avec main de maître notre ami Constant Wapo, d'avoir pris la bonne initiative d'inviter Dr. Samantha Hill pour nous faire cette brillante présentation faite aujourd'hui. Avec l'âge de la consommation de l'information absolument phénoménale dans laquelle nous vivons, l'information qui assaille les familles chez nous, parfois nous désoriente. Il y a des gens vraiment qui savent créer des scoops pour se faire intéressant, pour qu'on continue à suivre leur blog ou leur journal ou leur feuilleton, leur publication. Mais ce qu'ils nous disent, parfois, ils nous disent des choses sans beaucoup d'âme, simplement par esprit commercial.
et ça nous déséquilibre parfois. Il est donc bon que les entités partenaires en santé de grande qualité comme entité numéro 3 prennent à tâche et établissent des partenariats avec l'Association des médecins de l'Ontario, par exemple, que dirige très brillamment Samantha Hill, pour nous donner l'information de base, facile à digérer, mais qui nous aide pour de bon à éviter ces nouvelles de mauvais augure qui nous inondent tous les jours. Vous avez entendu des histoires, on disait que COVID-19, c'était une arme biologique pour détruire telle partie du monde, et des moins, des plus saugrenus. Donc, l'information qu'on peut recevoir d'une autorité comme Dr. Samantha Hill en une heure permet aux participants de partir équipés pour pouvoir partager cette information avec un plus grand nombre de personnes possibles. Et ce faisant, on évite les trappes dans lesquelles l'information de consommation de masse peuvent nous engouffrer. Et ça permet donc de maintenir une bonne santé, un bon équilibre, éviter des affections de santé mentale parce qu'on se nourrit de choses fantasmagoriques, ce qui fait qu'en fin de compte, nous vivons une vie plus saine malgré les dangers réels autour de nous parce que nous sommes protégés et nous protégeons nos proches et nous protégeons nos voisins. Si tout le monde multipliait cela, comme disait Dr. Hill, nous sortirions beaucoup plus facilement du tunnel dans lequel nous sommes actuellement. Pour finir, merci de nouveau pour cette initiative. Moi, j'en suis à ma 4e conférence sur le sujet et je vous assure que je sors de cette communication aujourd'hui plus enrichi encore que je ne l'étais après les 3 premières communications qui ont été faites à travers les organisations francophones de Toronto. Bonne fin de semaine, tout le monde. Restez bien au chaud parce qu'il y a des relents d'hiver. Restez bien au chaud. Restez loin des potentiels vecteurs de COVID-19 et à la semaine prochaine. Est-ce qu'on peut applaudir un peu pour Dr. Hill, s'il vous plaît? Merci, c'est pas nécessaire. Je suis contente d'être capable d'aider un petit peu. Merci beaucoup. Bonne journée tous. Bonne journée. Bonne journée. Merci tout le monde. Merci beaucoup. Au revoir.